Giraud, dessinateur de bande dessinée et une série western rouentaise. En fait, Wanted, c'est quelqu'un de froid, quoi. Enfin, d'apparence, et qui au fur et à mesure des albums montre en fait un autre visage. Lui, c'est déjà un chasseur de primes, de toute façon. C'est quelqu'un qui a vécu des choses aussi terribles, et qui est froid, impassible. C'est un tueur, hein. Quand on fait du dessin réaliste ou le western, des choses comme ça, il y a beaucoup de documentation, beaucoup de recherches. On ne peut pas dessiner n'importe quelle arme, suivant l'époque qu'on dessine. Ça se passe donc en 1863-65. Les revolvers n'étaient pas des revolvers automatiques. Donc déjà là, c'est une recherche de documentation, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'était un US Army, c'est un vrai, hein. C'était ce qu'utilisait la cavalerie américaine en 1864, pendant la guerre de sécession. Je tiens vraiment l'arme, je peux mettre vraiment mes personnages en situation. C'est la balle. En précision, 10 mètres, 20 mètres, pas plus. C'est là que le tireur d'élite, ça voulait dire quelque chose. Parce qu'il faut réarmer, retirer en étant précis. Wanted utilise ce Colt-là et un Remington. Le Remington, je ne l'ai pas, je l'ai uniquement en photo. Et par contre, je cherche à l'avoir. C'est un type qui est pas vraiment mauvais et qui est pas vraiment bon. Et ça me plaît. Au fur et à mesure des albums, en fait, ce personnage est en train d'évoluer. Et c'est vrai que c'est un type, on se demande d'ailleurs pourquoi il a eu sa balafre. Ah ben ça, ça va être dans le 6e et 7e album qu'on va révéler en fait l'histoire de la balafre. Ça s'est passé au Mexique. Yaki, lui, c'était un Indien métis qui donc va vivre l'horreur du fait que les fameux frères Bull, on aura dans 3 albums, vont massacrer sa famille. Et après, c'est l'histoire classique de la vengeance. Et Jed, dans sa vengeance, aura pour allier Wanted. Mais en fait, Wanted, lui, c'est surtout pour la prime. Mais au fur et à mesure des albums, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ça. C'est une base classique du western, hein, c'est la vengeance. Derrière tout ça, se grève plein de choses. Disons qu'aujourd'hui, il faudrait quand même être prétentieux pour dire qu'on a son propre style. Et dans la BD, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de style. Tout le monde a emprunté à quelqu'un. Peut-être mon mot. Ouais. Allô? Ouais, c'est toi? D'accord. Entre! Salut compagnie! Salut! Ça va? Ça n'a pas été trop dur? J'ai carrément un chameau C'est mis en stop de ville? Oui, c'est ça. Tu vas bien? On est où là? Ouais. Oui. Bravo. C'est vrai que ça va. En plus avec la couleur. On n'est pas dans un saloon, mais. Et en plus j'ai les chapeaux. Écoute, j'ai un problème avec les chapeaux parce que j'ai pas le tour de
J'ai amené la couverture du 4e Mortepierre pour demander l'avis à Thierry. Donc, ça, c'est une version. Et à la limite, je préfère le rough, quoi. Le rough, c'est celui-là, parce qu'il y a un cadrage un peu plus conséquent. Moi, à mon verdict, je pars sur celle-ci. Elle est plus parlante. Le premier cycle de Mortepierre, tout se passe dans un village, les marais, la nature. Bon, déjà, on travaille pour la même maison, hein, pour le même éditeur, et puis lors de séances de dédicaces, eh bien, on est amené à sympathiser, quoi. Puis c'est vrai qu'on se découvre des atomes crochus, le cinéma, la musique. Quand je travaille, je mets de la musique de film. Ça redonne ça inspire, disons que ça crée une ambiance, une atmosphère. J'ai une atmosphère de saloon. Je vais mettre mon 7 mercenaires par exemple d'Einstein. Disons que ça fait virevolter le on s'y crayon. croit et disons que ça crée une ambiance. En fait, la BD se situe entre le cinéma et la littérature. Ça embêtera surtout les littéraires de dire ça, mais il faut dire ce qu'il y a. Il y a de tout dans la BD. Il y a des bandes dessinées politiques, des bandes dessinées intellectuelles, entre guillemets. Didactique. Il y a des bandes dessinées. La bande dessinée est utilisée dans la publicité. Il y a des bandes dessinées d'aventure. Donc il y a pour tout public. Et en plus, on n'a pas encore tout dit. Il y a une matière énorme au niveau de la BD. Ce qui est bien, c'est que tu peux rendre un sujet, comme je disais tout à l'heure, je sors de l'OMS là pour un projet sur la santé, un sujet qui est vraiment difficile, quoi. Bon, le rendre un peu plus lisible. Voilà, c'est sur la filariose. C'est un parasite qui est inoculé par la piqûre d'un moustique. Il faut bien dire que ce genre de BD, ce ne sont que des situations juxtaposées. C'est pas qu'une BD traditionnelle. Une plaquette comme ça pompe 2-3 mois dans l'année, quoi. Donc si tu en as 2 dans l'année, tu peux pas sortir ton album à temps. Hein. Moi, ce dont je rêve, c'est de faire que du Mortepierre. Et c'est vrai que quand on fait un album avec une histoire de fiction, bon, on se régale davantage et on se surpasse au niveau graphique. C'était une espèce de temple Navarro. C'était des lieux de prière. Ça a près de 10 000 ans. C'est en fait l'âge préhistorique de cette partie des États-Unis, quoi, qui ont été découvertes il y a au début du siècle. J'ai fait la danse des couteaux, qui est dans le 5e, et là je me suis inspiré de ce genre d'image. Je me suis servi de cette documentation. Il y a des poupées Kachina, ce sont des espèces de poupées avec plein de croyances. En général, j'achète des ouvrages sur la période américaine 1863, 1900, enfin même jusqu'à aujourd'hui. J'essaie d'avoir le maximum de docs, d'ailleurs que j'utilise parfois peu, mais c'est surtout pour pas faire n'importe quoi au niveau de l'ambiance. Georges Ramaioli, qui est un très bon historien, on va dire, cette période, qui me dirige à peu près sur ce que je dois faire, quoi. C'est vrai que j'aime bien dessiner les pierres. Comme je pêche aussi, donc je vais souvent en rivière, et alors là, côtoyer les pierres, ça m'arrive souvent. Mais c'est vrai que c'est le contact de la roche.
Dans une page, il faut toujours qu'il y ait au moins, sur 8 cases, à mon avis, au moins 4 qui tiennent quand même vraiment la route. Si on a les 2 ou 3 autres, elles peuvent être imparfaites et c'est pas grave. Et c'est même des fois, moi je le vois, je me dis non, finalement ça passe. De toute manière, sur un album en plus, t'as forcément des passages moins intéressants graphiquement, où tu poses un peu plus l'histoire par contre. Donc forcément, dans ces moments-là, tu te surpasses moins. D'autant plus que si tu es un dessinateur instinctif, qui ne construit pas de façon académique, tout ça, le seul avantage qu'on ait tiré de l'école des Beaux-Arts, c'est qu'on nous a fichu la paix pendant 4 ou 5 ans ou 3 ans, selon, où on a pensé que ça, 24 heures sur 24. Ça aussi, ça nous a permis de nous vraiment de nous fixer, quoi. Là, on est au lac de Montrillon, qui est un très beau lac, qui rappelle un peu l'Ouest américain, hein, les canyons. Il est certain qu'un jour, Wanted ou un autre personnage viendra se balader par là, quoi, hein. Dessiner comme ça sur un décor que j'ai en face de moi, ça peut être reposant, hein. C'est le fait de se dire, tiens, là j'ai une belle illustration à faire, là je pourrais y rajouter un cheval qui descend avec Wanted dessus, ou là je me dis, tiens, là je peux y mettre un apache caché derrière ce rocher. Là on a un tronc d'arbre intéressant, là. Tout ça, ça peut servir. Là, quelqu'un peut se cacher derrière. Là, juste entre ce rocher et ce rocher, il y a un croquis que je devrais faire, là. Et là, je peux faire surgir un Wanted qui descend de cheval, ou qui se repose, ou qui bivouac dans le coin. Là j'ai un angle intéressant. Alors qu'à la maison, bon, j'aurais beau l'imaginer, mais là, c'est carrément encore plus fort, parce qu'il y a des choses au niveau de la pierre dont j'aurais pas pensé, quoi. C'est un lieu où je viens pêcher, ouais. En plus, c'est vrai que le cadre, il y a un côté assez zen, hein, on va dire. Donc reposant, alors que j'arrête des fois vers 6 h du soir et puis je viens ici, quoi. Bon.
Tombstone, donc, western qui a été fait il y a 5 ou 6 ans. Et la musique est de Bruce Broughton. On peut dire pour dessiner musique western, musique de film western, il n'y a rien de mieux. Là, ça crée l'ambiance, et donc quand je me mets à ancrer, ça me plonge totalement dedans. C'est-à-dire que j'ai pas les bruits de l'environnement extérieur qui peuvent me déconcentrer. Et bon, puis, généralement, ça me permet de mieux travailler. Voilà. Je travaille sur plusieurs planches. J'ai toujours 4-5 planches, voire 6 autour de moi. Et j'encre en premier toujours les premiers plans. Et après, je finis les seconds plans, donc le décor, à la plume. Tout ce qui est premier plan est traité au pinceau, et second plan à la plume. Et parfois même avec des feutres. On ne montrera pas la marque, hein. Dommage, hein. Si on nous sponsorisait, ça serait pas mal. Parce qu'on utilise beaucoup de feutres de marque. Puis aujourd'hui, jeune auteur qui arrive et qui dit qu'il a son propre style, ou, à mon avis, c'est impossible. Tout a été fait, maintenant on est simplement des espèces d'hybrides d'auteurs, on est inspiré par un tel, par un tel. On travaille avec toutes ces techniques qui ont déjà été mises au point dans les années 30. Hein. Alors en général, pour voir si mon dessin tient la route, je prends une glace et je regarde mon dessin à l'envers. Et à l'envers, on voit tout de suite les défauts. Alors s'il y a vraiment trop de défauts, eh ben, on corrige. Voilà. Ça permet d'essayer de stabiliser au mieux le dessin. Remington, c'est un très grand peintre américain du 19e siècle qui a fait des toiles magnifiques, dont beaucoup d'auteurs de BD se sont inspirés pour faire des westerns. Donc lui, il a su restituer l'ambiance, toute la matière de cette période-là. Ce qui fait que des fois c'est plus parlant qu'une photo cette époque. Je travaille avec une coloriste, qui est Jocelyne Charance, mais je travaille en étroite collaboration. Les couleurs, en général, il faut travailler. Il faut travailler, s'inspirer aussi, regarder ce que les autres font. Je demande à Bureauplan s'ils font ça sur un papier transparent. C'est-à-dire qu'il faut une reproduction du noir et blanc transparent. Comme ça, ensuite, toi, tu fais des reproductions noir et blanc aussi de ça, et tu poses la gouache dessus. Et ensuite, tu poseras ton film. Comme ça, tu vois l'évolution de tes couleurs. Il y a ça aussi, bon, les blueberries de Gire. Il y a une coloriste qui est Florence Breton, tu vois, qui fait des tons. Tu vois, dans une page, il faut qu'il y ait une harmonie. Tu vois, pas toujours faire un ciel bleu, faut le faire en fonction de l'ambiance et de ce que tu veux vraiment créer, tu vois. Faut que dans une page, faut qu'il y ait une harmonie au niveau des couleurs.
Le violet, si tu veux, c'est la base de toutes les couleurs. Enfin, on le retrouve partout. Dans toutes les teintes que tu peux voir à l'extérieur, que tu peux voir dans la nature, le violet est partout. Il y a toujours une teinte de violet. L'ombre de ta main, comme ça, l'ombre est toujours un peu violette. Tiens, un exemple, voilà une photo sur des cactus, par exemple. En fait, ce qui est éloigné est violet. Et là, tu le vois bien sur cette photo, les montagnes qu'on voit au loin ont une teinte bleutée violacée. Si tu regardes bien, on les voit, bon, ils sont petits, hein, mais tu as des petits points violets dedans. Tu as des petits points violets. Je vois pas. Oui, ils sont petits là, mais on les voit quand même. Ça se faudrait une photo d'une autre qualité. On a beaucoup de ciel bleu là en fait. Hein. Mais regarde par exemple ici on l'a fait jaune. La Jocelyne l'a fait jaune. On aurait pu le faire bleu, mais ça crée une situation, une ambiance. Pour la couverture du 1, donc pour la réédition, j'avais donc cette aquarelle que j'avais fait comme ça, recherche personnelle. J'avais fait donc l'aquarelle déjà de Wanted sur un fond rouge. Et là je me suis dit c'est dommage, j'avais pas envie d'abîmer cette aquarelle, je vais faire une photocopie classique, parce que maintenant quand même ils font des très très bonnes photocopies. Et cette photocopie je l'ai retouchée et ensuite je l'ai collée. Il faut se débrouiller comme on peut. Il me semble que bon, quand j'allais voir un film, comme quoi le cinéma est assez présent aussi, lorsque je rentrais, à l'époque on n'avait pas la vidéo, fin des années 60, donc j'avais envie de continuer à le voir. Ben, je prenais mon crayon et je continuais le film sur du papier. Et donc au fur et à mesure je me suis dit tiens c'est marrant. Puis en plus le plaisir de dessiner, quoi. On s'aperçoit que nos dessins sont assez lisibles, donc bon, on se dit tiens on va continuer. Ça, c'est une reproduction d'un tableau de Van Gogh. C'est tout des... Là, t'as uniquement des reproductions de tableaux de Van Gogh. Alors, celui-là, donc, c'est la Méridienne. Donc, celle-ci, c'est Arles, un café de nuit. Là, c'est Arles aussi. C'est du côté de Arles. Ça te permet de mieux comprendre, en fait, le travail de la couleur. Parce que Van Gogh, lui, a un traitement de la couleur qui me convient. J'aime bien son traité. C'est surtout les couleurs qu'il obtient, quoi. C'est assez fou, quoi. On va pêcher, on va juste là. Tu vois, il y en a déjà un qui s'installe, donc on va pas pouvoir aller là. Parce que là, je sais pas quoi me mettre. Hein. Avant, j'avais tendance à laisser ça au bord de la rivière ou au bord de l'eau, tu vois. Et depuis, ben, donc pratique, en fait, une petite idée, une petite invention là, qui peut servir pour les pêcheurs.
celui-là. Oh, elle est bien accrochée, dis donc. Faut dire que c'est pas très fort. Minimaliste, tellement minimaliste que si je les utilise pas dans les 3 jours qui suivent leur réalisation, je me souviens absolument plus de ce qui signifie. J'ai besoin que ce soit sous cette forme-là parce que je supporte pas de redessiner plusieurs fois la même chose. Donc il faut que toute la partie graphique se développe sur la planche elle-même. Donc c'est pour ça que je fais des choses qui sont aussi embryonnaires. Et c'est à partir de ça donc que je passe après à la planche elle-même, que je dessine au trait, puis ensuite je fais les couleurs au final, quoi. Je suis en train de travailler sur les couleurs d'un bouquin qui va sortir chez Delcourt à l'automne, qui s'appellera Ceux qui t'aiment. Il s'agit d'un polar un peu dans la veine de mes 2 polars précédents qui étaient Anticyclone et La gloire d'Albert, qui raconte disons l'enlèvement d'un personnage de fiction, mais qui serait l'équivalent de Zinedine Zidane par un type qui a besoin d'argent 15 jours avant la finale de la Coupe d'Europe. Donc c'est un polar assez sarcastique, assez drôle j'espère, sur cet univers-là. Donc le personnage principal est un type qui a à peine 60 ans et qui a perdu son boulot et qui n'a plus beaucoup de revenus et qui travaillait dans une entreprise qui fabriquait des pizzas industrielles et qui sponsorise un club de foot. Et lui, ce qui le choque, c'est de voir que lui ne vaut plus rien, alors qu'un type qui tape dans un ballon, une chose qui est au fond guère plus valorisante dans l'absolu que d'emballer des pizzas, lui gagne des fortunes. Donc il l'enlève et il voudrait juste un petit bout de l'argent en question, quoi. Donc c'est une espèce de grosse brute assez irréfléchie. L'autre personnage principal, bien sûr, c'est le joueur de foot, qui est surnommé Titou, qui n'est pas sans une certaine ressemblance physique avec un personnage un peu connu. Donc tu vois, c'est ce personnage-là. C'est un roux avec une houppette. Il n'a pas de petit chien blanc. Mais en fait, c'est une sorte de personnage comme ça, ultra positif, un personnage duquel on ne peut pas penser ni dire de mal. Donc dans une certaine mesure, ce genre de personnage, comme le sont dans la réalité certains héros footballeurs, il faut penser à des héros de bande dessinée au sens traditionnel du terme. Des gens qui ne sont faits que pour véhiculer une image positive, comme si c'était plus des êtres humains avec des facettes sombres et des facettes claires comme tout être humain, mais des sortes d'objets de promotion. Promotion du football ou promotion d'autre chose, mais ce n'est plus qu'un objet véhiculant des valeurs qu'on leur inflige presque. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de petit rapprochement physique, quoi. Donc ce sont les 2 personnages principaux, et puis autour d'eux il y a plusieurs personnages secondaires qui interviennent. Donc c'est un bouquin assez trépidant, assez rapide. J'aime bien dessiner évidemment les scènes où il y a du mouvement, parce que c'est plus gratifiant. La bande dessinée est une façon de raconter qui utilise des images immobiles. Le fait d'induire du déplacement dans le scénario et dans la trame narrative, ça m'aide à obtenir une sorte de fluidité, de mouvement naturel au récit, qui compense un peu l'immobilité de mes images. Et j'ai remarqué aussi, j'aime bien dessiner les scènes de table. Les gens qui prennent le petit-déj, qui déjeunent, qui dînent. Parce que ce sont des scènes de groupe, parce qu'il y a une espèce d'unité de lieu et il y a une place pour le dialogue et puis pour les expressions des visages qui est intéressante, quoi.
Disons que la scène de table est un support souvent à développer des rapports entre les personnages, etc., qui m'intéressent. Donc voilà, ça c'est des choses que j'aime bien. Les choses que j'aime pas, il y en a des floppées et je les évite. Je suis toujours un peu emmerdé dans les scènes urbaines. Dans les scènes, la chose qu'on veut dessiner impose un dessin complexe et dense, quoi. J'ai des lacunes qui m'empêchent d'aller vers ces scènes-là. Mais en même temps, alors je sais pas lequel précède l'autre, mais en même temps, quand j'imagine une histoire, je ne vais pas vers ce genre de choses, quoi. Les histoires que je raconte sont souvent dans des endroits plus ou moins déserts, plutôt ruraux qu'urbains. Je pense que l'un entraîne l'autre. L'histoire de Quelques jours avec un menteur tient en quelques mots. C'est l'histoire de 5 copains de fac, enfin des gens qui ont une trentaine d'années, qui se sont connus en fac 10 ans plus tôt, et qui rêvaient depuis longtemps de faire une semaine de vacances comme au bon vieux temps, sans les femmes et sans les enfants, et qui font cette semaine dans un chalet du Jura. Et puis au cours de cette semaine, en fait, c'est un jeu sur toutes leurs relations, sur leurs souvenirs, etc. Donc c'est une chronique entre amis comme ça, qui vient d'un souvenir autobiographique, puisque j'ai fait cette semaine avec des copains de fac comme ça. Évidemment, le reste relève de la fiction, mais en tout cas, la base est autobiographique. Le réflexe de survie raconte une sorte de polar, une sorte de variation qui est le thème de l'homme à abattre. Enfin, c'est deux histoires qui se croisent. Il y a à la fois l'histoire d'un chef de gare qui s'occupe d'une petite gare depuis très longtemps et autour de laquelle commencent à courir des rumeurs de fermeture. Donc il y a une sorte de montée comme ça autour de ce thème-là. Et ce cadre, donc cette gare, qui est quasiment un des personnages du bouquin, va aussi servir de contexte à une autre histoire qui vient s'y greffer doucement, qui est l'histoire d'un jeune type qui s'appelle Alex, une espèce de voyou, une petite frappe locale qui végète un petit peu et qui pense que son grand jour est arrivé le jour où on lui confie l'exécution de quelqu'un. Donc pour lui, c'est une sorte de promotion sociale, si j'ose dire, parce qu'il a un peu regardé trop de téléfilms minables à la télévision. Et il va se rendre compte simplement que c'est pas si facile que ça de tuer quelqu'un. Puis à la fin, il va être dans des situations idéales pour le faire, mais il va pas oser le faire. C'est un peu ça le thème du réflexe de survie. Le thème du bouquin m'imposait de dessiner des flingues, par exemple. Je connais rien aux armes à feu, donc je les utilise purement à titre symbolique. C'est-à-dire que quand je mets un revolver dans la main d'un de mes personnages, j'ai aucune idée de la marque, ni des caractéristiques techniques, moi je connais rien du tout. Je les dessine d'ailleurs de façon assez obscure. C'est un objet noir avec de vagues reflets, mais je rentre jamais dans le détail technique de l'objet. C'est une histoire qui se passe dans un lieu réel, qui est une petite gare près de chez moi, ici, la gare de Trémentine. La gloire d'Albert, c'est un livre un peu particulier dans ce que j'ai fait, parce que c'est un bouquin qui est un petit peu plus dur d'aspect, dans le sens où aucun des personnages ne peut servir de point de repère au lecteur. Il n'y a pas de personnage à strictement parler positif.
C'est l'histoire d'une espèce de dérive entre, disons, un type qui fréquente des milieux vaguement d'extrême droite et à l'opposé de lui, deux types qui fréquentent des milieux vaguement d'extrême gauche. C'est une espèce d'histoire un peu plus désespérée que mes histoires habituelles. Albert est un brave type au sens un peu péjoratif du terme, dans le sens où c'est un type qui se laisse un peu embarquer comme ça dans ce qu'il croit être une conjuration politique et qui n'est qu'un règlement de compte un peu sordide. Et il a le physique d'une sorte de Français moyen. Je me suis un peu inspiré de Gérard Jugnot dans l'image que lui essaie de développer de ce qu'on appellerait une sorte de beauf, une sorte de père tranquille, quoi, qui pour sauver les apparences est prêt à, malgré lui, à aller à certaines extrémités. On raconte l'histoire de deux personnes qui sont sur le point de se faire virer de l'entreprise où ils travaillent, l'entreprise de transport routier, et ni l'une ni l'autre ne peuvent se le permettre. Elles sont dans une situation suffisamment précaire pour être prêtes à faire beaucoup de choses pour garder ce poste, y compris jusqu'à des choses un peu illégales. Et l'intégralité du livre se passe sous une pluie battante, comme ici, et sur des routes mouillées où les choses glissent, échappent aux gens. Il y a beaucoup de dérapages, de sorties de route, de camions qui glissent, etc. Donc c'est un univers très humide, très gris et vert, très glissant, et tous ces gens essaient d'échapper à ça. Et ils essaient d'échapper à ça en espérant un jour une sorte d'anticyclone, si j'ose dire, au point de vue strictement météo. Je dessine énormément, je dessine tous les jours ou presque, je dessine sans arrêt, donc à la fois on acquiert une liberté mais aussi des automatismes, enfin des choses dont il faudrait presque se débarrasser, mais il y a quand même une évidente évolution par rapport à ne serait-ce qu'à mes premiers livres. Je me souviens que les premiers livres que j'ai faits il y a une douzaine d'années, je les ai faits dans des conditions de stress assez importantes, parce que c'était mes premiers livres, donc j'étais un peu stressé, et le dessin qui en résultait était un dessin qui au final m'a semblé ne pas vraiment me correspondre. Donc à partir d'un de mes livres qui s'appelle Le Constat, j'ai radicalement changé de technique. J'ai laissé tomber des grands papiers, de grands formats, des pinceaux, etc. Et donc je suis arrivé à un dessin un peu plus brut, qui me correspond mieux. Et je pense que mon dessin maintenant est quelque chose qui est plus en phase avec ce que je souhaite, quoi. Les thèmes qui m'intéressent de traiter sont des thèmes a priori anti-spectaculaires. Il y a assez peu d'explosions atomiques dans mes bouquins, assez peu de vaisseaux spatiaux, ni de monstres intergalactiques. C'est des gens comme vous et moi. Le truc qui m'intéresse aussi, c'est de battre un peu en brèche le thème du héros qui est propre à la bande dessinée. Tu sais, le type grand, blond, costaud, malin, rusé, courageux, et en plus tombeur de jolies filles. Ça, c'est un type de personnage qui a été beaucoup utilisé en bande dessinée, qui l'est encore. Moi, j'essaie au contraire de créer des personnages qui soient assez réalistes, c'est-à-dire qu'il y ait des faces d'ombre qui soient parfois courageux, parfois lâches, parfois intelligents, parfois idiots. Enfin, comme nous tous, quoi. Alors ça, ce sont des originaux de Juliette Galipette, le premier livre pour enfants que j'ai fait. J'aime bien faire des livres pour les enfants parce que les enfants ont une capacité de lecture qui est bien supérieure à celle des adultes. Un enfant qui lit un bouquin, il s'investit complètement dedans, il rentre dedans, il n'a aucun recul. Alors que les adultes, en lisant, gardent toujours une espèce de recul, comme une précaution. Et c'est aussi pour ça qu'après avoir fait Juliette Galipette, j'ai commencé une série pour enfants en bande dessinée cette fois, qui s'appelle Max et Zoé, qui est dessiné par Joub, un vieux compère du temps de la fac. Et avec Joub, on s'amuse à faire des livres de bande dessinée pour enfants pour ces raisons-là, quoi. Parce que
lui comme moi, on est un peu épaté par la capacité de lecteur qu'ont les enfants en général. Et pour moi, c'est deux aspects complémentaires de mon travail de dessinateur. Je me retrouve dans la situation un peu particulière de l'adulte qui a vu réaliser les rêves qu'on a quand on est enfant et à qui on dit « sois pas naïf, ça arrive jamais ». Je suis pas déçu. Je suis pas déçu et j'essaie d'en profiter au maximum et de faire durer l'expérience, quoi. Il y a toutes sortes de choses qui sont inhérentes à la condition d'auteur de bande dessinée qui sont parfois un peu pénibles. Il y a une précarité très grande, il y a les affres de la création, dirons-nous pudiquement. C'est vrai que quand on est des mois à plancher sur un scénario et que rien n'avance, ça peut être désagréable. On peut avoir envie de laisser tomber, ça m'arrive parfois d'avoir envie de laisser tomber, vraiment. Mais au final et globalement, non, rien de rien, je ne regrette rien. Son œuvre est inspirée par l'Ouest américain. Tout de suite, faites connaissance avec le dessinateur Giraud.